Interview Diaspora Mix de Gaëlle Octavia. Première question. Gaëlle, pourrais-tu te présenter? Je m'appelle Gaëlle Octavia, je suis martiniquaise et, entre autres choses, je suis écrivaine. Question numéro 2. Pourquoi écrire? Pour être lu, pour être connu, pour se connaître. Pourquoi écrire? Je crois qu'on ne sait pas pourquoi on écrit. Moi, j'écris depuis l'enfance. Je pense que je me suis mise à écrire parce que j'aimais lire. Parce que quand on aime lire, quand on aime passionnément la lecture, je crois qu'on tisse une relation avec les mots, avec les textes, avec la chose littéraire, en fait, qui est une relation affective très forte. Et donc, c'est sans doute assez naturel d'avoir envie d'écrire, parce qu'on se sent à l'aise dans ce mode d'expression. On fait confiance à ce mode d'expression-là, en fait, puisqu'on l'a éprouvé sur nous-mêmes. Est-ce qu'on écrit pour être lu dans un premier temps? Non, je crois que vraiment on écrit pour écrire, on écrit parce qu'on a la maladie de l'écriture. On est lu, on n'est pas toujours lu, on est lu, si on veut bien montrer ce qu'on écrit, on est lu par son premier cercle, par sa famille, par ses amis. Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie à un moment donné d'être lu au-delà de ce cercle? Ça aussi, c'est très mystérieux. Ça, dans mon cas, c'est sans doute venu des encouragements justement du premier cercle. Euh, mais voilà, l'écriture, c'est vraiment une fin en soi, en fait. Est-ce qu'on écrit pour être connu? Bon, certainement pas, parce que il y a des tas de manières beaucoup plus efficaces d'être connu. Quand on écrit du théâtre, ce qui est mon cas, en général, les gens, quand ils vont au théâtre, ils voient les acteurs sur scène, ils voient pas l'auteur. Ils peuvent retenir le nom des acteurs. Je pense que les gens retiennent assez rarement le nom de l'auteur, en fait. C'est une réflexion d'ailleurs que m'a faite une lycéenne lors d'une représentation scolaire, en me demandant Madame, pourquoi vous avez choisi de rester dans l'ombre et ne pas être sur scène? Donc c'est vraiment. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on assume quand on écrit, d'être éventuellement dans l'ombre. Non, et puis surtout aujourd'hui, il y a vraiment des tas de manières. Enfin, je veux dire, pour être connu aujourd'hui, il faut faire de la télé-réalité. Il ne faut pas se fatiguer à écrire un livre. Pour se connaître, peut-être beaucoup plus. Même si c'est pas, on n'écrit pas pour ça, mais l'écriture, c'est une façon de sortir de soi. Donc aussi de donner à voir quelque chose qu'on a à l'intérieur et qui ne se voit pas toujours, donc, y compris pour soi-même. Pour en revenir au théâtre, je pense qu'à peu près toutes les fois où j'ai vu mes textes lus publiquement ou représentés, j'ai découvert des choses qui m'avaient échappé dans le processus d'écriture. Il y a beaucoup d'inconscient qui passe dans l'écriture. Et ça peut d'ailleurs déconcerter. Moi, parfois, je me suis dit, tiens, quelle violence. J'avais pas conscience, par exemple, d'avoir ni éprouvé et encore moins retranscrit oui, certains sentiments, par exemple, de violence que j'ai trouvés après et qui donc étaient là. Donc oui, ça peut être une fenêtre sur soi-même, l'écrit. Question numéro 3. La fin de Mambabi, comment est née l'histoire? La fin de Mambabi naît de mon regard, je crois, sur les femmes, de ma fascination, de ma perplexité, de ma tendresse, de mon observation des femmes. D'abord des femmes martiniquaises, parce que je suis une femme martiniquaise, je suis née, j'ai grandi en Martinique, et j'ai beaucoup regardé les femmes, beaucoup plus que les hommes, je les ai beaucoup observées depuis l'enfance, et elles m'ont beaucoup interpellée. Je me suis beaucoup intéressée aux relations justement qu'elles nouaient entre elles, leurs relations de rivalité ou de solidarité, leur manière vraiment de s'aimer, de se haïr, de prendre soin les unes des autres, de se rejeter, de s'entraider et parfois de se mettre des bâtons dans les roues. Dans un contexte patriarcal, c'est aussi la manière dont elles recevaient parfois une forme de violence, une violence souvent venue des hommes,
et qu'elles transmettaient cette violence, qu'elles la reproduisaient, que ce soit sur leurs enfants ou sur d'autres femmes, hein. Donc c'est l'histoire, la fin de Mambabi, c'est des portraits de femmes, mais c'est surtout des portraits de relations entre des femmes, de la manière dont ces relations se nouent, dont elles évoluent et dont elles doivent parfois se réinventer, en fait. Question numéro 4. La fin de Mambabi, une histoire de femme où l'homme est partout présent. Qu'est-ce qu'être féministe? Être féministe, c'est pas compliqué. Être féministe, c'est toujours la même chose. C'est œuvrer pour l'émancipation des femmes, ou en tout cas la souhaiter très très fortement. Mais en fait, c'est œuvrer pour l'émancipation de tout le monde. C'est-à-dire que le féminisme libère les femmes, mais aussi les hommes, et beaucoup les hommes. Alors pourquoi ça s'appelle féminisme et pas égalitarisme ou mampasavkissaïsme? C'est-à-dire que le féminisme lutte contre le patriarcat, contre la domination, contre le système patriarcal, et le système patriarcal quand même implique un certain nombre de bénéfices pour les hommes. Donc c'est un système qui opprime tout le monde, ça j'insiste là-dessus, les hommes et les femmes, mais il y a peut-être pour les hommes des bénéfices plus évidents. En termes de pouvoir économique, de contrôle de son propre corps, de pouvoir qu'on a sur son corps ou sur le corps des autres. Dans tout système patriarcal, c'est les hommes qui contrôlent le corps des femmes, et jamais l'inverse. C'est du corps des femmes qu'on parle, par exemple. Qu'on en parle pour dire qu'elles sont trop dévêtues ou trop voilées, on parle que du corps des femmes. On parle jamais du corps des hommes. C'est pas un sujet, par exemple. Comment les hommes s'habillent, ça n'a jamais été un sujet, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, ou ce que vous voudrez. On parle jamais, par exemple, de comment les hommes s'habillent. Donc voilà, donc bon, si on regarde l'Assemblée nationale, si on regarde les conseils d'administration du CAC 40, on y trouve aussi essentiellement des hommes. Donc dans le patriarcat, il y a des bénéfices qui peuvent sembler évidents pour les hommes. Donc il y a des privilèges que les hommes ne voudront pas lâcher. Donc ce droit à disposer de son corps et à ne pas être questionné par rapport à son corps, par exemple, ou le droit d'être PDG, ou le droit d'être à l'Élysée. Voilà, donc il y a des privilèges évidents dans le patriarcat pour les hommes, même si parfois on se trouve à l'intersection. Je veux dire, il n'y a pas que la domination patriarcale, on peut se trouver à l'intersection de plusieurs processus de domination. C'est pour ça que les choses sont parfois un petit peu compliquées. Donc, vous allez me dire que dans les conseils d'administration du CAC 40, il y a des hommes blancs. Il n'y a pas des hommes tout court. Mais n'empêche que donc le patriarcat, il n'y a pas que le patriarcat, mais le patriarcat est quelque chose de très présent. Donc, il y a des bénéfices pour les hommes, et il y a des conquêtes à accomplir pour les femmes. Il y a des droits à gagner encore, et des places à prendre. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le féminisme. Mais le patriarcat suppose aussi des tas d'injonctions qui emmerdent tout le monde, quoi, qui sont contraires à la nature profonde des gens. Quand le système patriarcal vous dit qu'un homme doit être comme ci, comme ça, qu'une femme doit être comme ci, comme ça, qu'un homme ça ne pleure pas, qu'un homme ça porte pas du rose, il opprime aussi les hommes, parce qu'il coupe certains hommes qui correspondent pas aux clichés du macho, les coupe de leur être profond, comme les femmes, quand le patriarcat vous dit que les femmes sont naturellement faites pour faire le ménage, etc. Évidemment, des tas de femmes ne se reconnaissent pas là-dedans. Donc le féminisme, c'est une voie aussi vers une reconquête de ce qu'on est soi. Je crois que c'est avant tout ça, le féminisme, c'est le choix, c'est avoir le choix. Et si je suis une fille et que j'aime le foot, eh ben je fais du foot. Si je suis un garçon et que j'aime faire de la danse sur demi-pointe, je fais de la danse sur demi-pointe. Enfin, c'est vraiment une libération, et je pense que tout le monde devrait être féministe, y compris les hommes, parce que c'est vraiment un chemin, en fait, vers une réappropriation de qu'est-ce que moi je suis, qu'est-ce que moi j'aime vraiment, c'est quoi mon projet de vie pour moi-même, et
pas ce qu'on me dicte. Voilà. Donc c'est ça le féminisme. Question numéro 5, à quoi ça sert? Bah, c'est ce que je viens de dire, ça sert à s'émanciper et ça sert à partir à la conquête de soi. Question numéro 6, d'où écris-tu la fin de Mam Baby? De quel territoire mental? C'est très intello, Diaspora Mix. D'où j'écris la fin de Mam Baby? J'écris de mon expérience sociale qui est que je suis une femme, que je suis une femme noire en particulier, c'est important. Alors ça c'est la première réponse qui me vient, mais en fait non, en fait c'est pas ça la réponse. Je crois qu'en fait j'écris de mon statut de privilégiée, parce que je suis une privilégiée en fait. Je suis une femme noire, mais je suis une femme noire extrêmement privilégiée. Je suis privilégiée par rapport à des millions de gens sur cette planète. Je mange à ma faim. J'ai un toit au-dessus de la tête. Au moment où je vous parle, il pleut. Je sais que je ne vais pas dormir dehors ce soir. Je suis éduquée, je suis diplômée, j'ai des papiers en règle avec la législation du pays dans lequel j'ai choisi de vivre. Donc, en fait, je suis une hyper privilégiée par rapport à énormément de gens sur la planète. Et je pense que j'ai conscience en fait de ce statut de privilégié depuis très longtemps. Et je pense que c'est ce privilège-là qui m'a conféré aussi ne serait-ce qu'une tranquillité d'esprit pour pouvoir me poser, observer, regarder les autres. C'est parce que je suis privilégiée que j'ai pas tellement envie ou besoin de me regarder moi, en fait, et que j'ai toujours regardé les autres et cherché à les comprendre et que les autres m'ont fascinée et intéressée. Donc voilà, je crois que c'est de là que j'écris, en fait. Question numéro 7. Où est le quartier? Eh bien, nulle part. Le quartier, c'est un lieu, donc c'est le lieu où se situe le roman La fin de Mam Baby. Le quartier est un lieu fictif que j'ai nourri néanmoins de lieux réels, de plusieurs autres lieux, dont on pourrait en citer 2 essentiellement, qui sont le quartier de mon enfance, la cité aux Anames Batelières à Chelcher en Martinique, qui est donc une cité HLM où j'habitais quand j'étais enfant, où j'ai habité très longtemps, voilà, j'ai toujours habité quand j'étais en Martinique, et qui est un endroit qui était donc chez moi, et qui en même temps ne m'appartenait pas. Dans le sens où c'était un territoire dont j'avais l'impression qu'il n'était pas, qu'il ne m'appartenait pas parce que je crois la légitimité de ma présence y était sans cesse questionnée. En tout cas, je le vivais comme ça, remise en question par le regard des hommes et des garçons, par le fait que les garçons sifflent les filles, enfin les psittes, enfin, psst, psst, comme ça, les interpellent, éventuellement les insultent, parfois les interpellent de manière pas très respectueuse, voire les insultes, voire pire. Et ça a toujours été... donc moi j'ai été une enfant plutôt timide, timorée, et qui du coup restait beaucoup enfermée dans ma chambre. Et donc cette expérience-là d'être dans un endroit qui est chez soi et en même temps qui n'est pas un territoire conquis, qui n'est pas un territoire qui m'appartient, ça a beaucoup marqué ce quartier fictif que j'ai inventé dans La fin de Mam Baby. Et l'autre lieu, c'est l'autre lieu qui a nourri ce quartier, c'est la ville d'Évry dans l'Essonne, qui est donc une banlieue parisienne, une banlieue française, où j'ai vécu 2 ou 3 ans quand j'étais élève ingénieur, parce que mon école d'ingénieur était située dans cette ville. Alors j'y ai vécu sans y vivre vraiment, parce que j'étais dans l'école justement, et pas être dans l'école, c'est pas tout à fait être dans la ville, parce que l'école est une ville dans la ville. Et encore une fois, l'école est un îlot de privilèges, puisque c'est un lieu
D'abord, c'est un lieu de prestige, c'est un lieu où il y a de l'argent, c'est un lieu où il y a des tas de moyens, où il y a du matériel, des locaux, des choses, très, très bien, dans une ville qui, à bien des égards, est plutôt défavorisée. Il y a une anecdote que je rapporte dans La fin de Mambabi, qui est la fermeture du cinéma. Moi, quand je suis arrivée à Évry, il y avait un cinéma où je suis allée un certain nombre de fois, et puis un beau jour, le cinéma a fermé. Et c'est vrai que dans une ville comme ça, où il n'y a déjà pas beaucoup de distractions, des cafés, des endroits sympas, jolis, fermer le cinéma, je trouve que c'est criminel, hein. Les gens vont faire quoi? Donc voilà, il y a des choses, et puis voilà, même si j'ai pas passé beaucoup d'années dans cette ville, il y a aussi des paradoxes qui m'ont interpellée, que je rapporte dans La fin de Mambabi, par exemple. Les noms des quartiers de banlieue ont toujours des connotations quand on les connaît pas, des sonorités un peu sympas, marrantes. On dirait des choses mignonnes. On a l'impression, c'est des petits noms comme ça, mignons. Et en fait, c'est des quartiers qui souvent sont pas mignons du tout. Donc voilà, ça fait partie des paradoxes, et puis certaines aberrations architecturales aussi qu'on peut trouver dans les banlieues. Voilà, tout ça a nourri en fait ce quartier fictif de La fin de Mambabi. Question numéro 8. Le passage que tu as eu le plus de plaisir à écrire. Le passage, est-ce qu'il y a un passage De manière générale, moi, ce que j'ai le plus de plaisir à écrire, c'est ce qui s'écrit tout seul, en fait. C'est ce qui ne résiste pas, c'est quand l'écriture ne résiste pas, quand j'ai l'impression d'avoir la scène dans la tête et que je suis au cinéma, quoi. Je vois la scène se dérouler dans ma tête et je n'ai qu'à la relater. Quand ça se passe comme ça, de manière aussi simple et fluide, là, j'ai beaucoup de plaisir à écrire. Bon, malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Ceci dit, c'est pas forcément les passages les plus faciles à écrire qui sont les plus réussis après, j'en sais rien. Dans La fin de Mambabi en particulier, le passage que j'ai aimé écrire, je crois, c'est la confrontation. C'est le chapitre 14. C'est la confrontation entre Mambabi et Mariette, en fait, juste avant le mariage de Mariette. Mariette va se marier, elle a rencontré un homme qu'elle croit être à peu près l'homme parfait, et Mambabi vient la voir pour lui dire qu'elle se trompe, qu'il ne faut surtout pas épouser cet homme. Et alors, je vais juste vous en lire le début, ça commence comme ça. Pendant que Mambabi brillait à l'école normale supérieure, Mariette cherchait à se marier. Elle croyait que se marier était dans l'ordre des choses, c'est ce qu'on lui avait appris. Sans doute avait-on souligné que dans la vie, on était la fille de quelqu'un puis la femme de quelqu'un, parce qu'il y avait 2 mots pour désigner le garçon et le fils, mais un seul pour la fille. De même que 2 mots distinguaient l'homme et le mari, tandis que la femme n'en avait qu'un. On avait dû lui donner ce prétexte lexical et elle avait dû s'en contenter. Erreur que Mambabi n'aurait jamais commise, par exemple. Alors voilà, c'est un passage qui commence comme ça, et où voilà, il est question donc du mariage de Mariette, et où Mambabi vient voir Mariette et lui dit mais non, ne te marie pas, viens avec moi, viens, on va vivre dans ma chambre d'étudiante, puisque Mambabi fait des études brillantes, et on sera très heureuses toutes les deux. Et évidemment, Mariette l'envoie balader. Et c'est un passage fondamental parce qu'il marque justement la fin de Mambabi, c'est-à-dire la fin de l'amitié entre Mariette et Mambabi. Question numéro 9. Quel est le passage que tu aurais voulu avoir écrit différemment? Ben, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, les passages que j'aurais voulu avoir écrits différemment, c'est les passages qui m'ont un petit peu torturée. Après, une fois le livre fini, on peut lire la question de deux manières. C'est-à-dire que le moment où on décide d'envoyer un texte, de soumettre un texte à des éditeurs, en fait, c'est qu'on l'a beaucoup retravaillé. Moi, j'ai mis des années à retravailler La fin de Mambabi, ça a été très très long. J'ai retravaillé tout jusqu'à ce que ça me semble satisfaisant. Donc en fait, là, aujourd'hui, si on me demande quel passage aurais-tu voulu avoir écrit différemment, il n'y en a aucun, parce que si j'avais envie d'écrire différemment, en fait, j'ai passé mon temps à faire ça, à écrire différemment des passages qui ne me convenaient pas. Mais effectivement, si on parle cette fois si on parle du résultat, la réponse c'est aucun. Si on parle du processus, c'est encore voilà, les passages qui se sont écrits
qui ont, qui ont, que j'ai eu du mal à articuler aussi avec les autres. Parce que comme c'est un roman qui n'est pas une histoire linéaire, c'est un roman avec des récits dans le récit et une structure peut-être un peu complexe parfois, il a fallu aussi emboîter des choses, les articuler. Et ça a pu être compliqué. Il y a un passage qui est dans le chapitre 11, qui a été un petit peu difficile à articuler. Il commence comme ça. Parfois, je voudrais arriver en retard pour que Mariette m'attende, ou sonner avant de m'en aller, sonner puis disparaître, effacer mes traces. Elle dirait que ça a sonné et se demanderait si c'était moi. Quand Mariette dit que ça sonne dehors, j'en déduis qu'elle attend quelqu'un, peut-être Pierre, peut-être Mme Babi, peut-être la petite Blanche. Qui d'autre? Parfois, ça sonne et ça crie « Maman ». Voilà. Donc ce chapitre a été compliqué à écrire. Question numéro 10. Une citation de la fin de Mme Babi. Je viens d'en donner deux finalement. Une phrase, il y a une phrase que j'aime bien dans la fin de Mme Babi. C'est une phrase qu'on trouve au chapitre 15, page 127. Quand on fait un enfant pour emmerder quelqu'un, cet enfant vous emmerde toute votre vie. Alors j'aime bien cette phrase parce qu'elle est d'abord parce qu'elle n'est pas de moi, en fait, il faut que je l'avoue. C'est une phrase que j'ai piquée à ma mère. Et c'est une phrase qui résume aussi beaucoup de choses de ce qu'on peut voir dans justement ces histoires de femmes qui se disputent un homme et qui parfois, comme ultime munition, dégainent un enfant. Pour garder cet homme, pour retenir cet homme, ce qui en général ne fonctionne pas. Voilà, ça dit beaucoup en fait, c'est une petite phrase qui détonne un peu avec le ton, avec le style du roman, mais qui en même temps en dit long en fait sur toutes ces histoires de relations entre femmes. Question numéro 11, le mot de la fin. Je crois que bonne lecture est une conclusion qui semble appropriée. Et merci.